Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence digitale organisée par la Banque mondiale et Jeune Afrique. Un rendez-vous qui a pour thématique aujourd'hui citoyens et État pour un nouveau contrat social en Afrique de l'Ouest et centrale. Derrière ce sujet, vous l'aurez compris, il s'agira d'explorer la façon dont les citoyens africains et les États peuvent s'entendre pour établir un nouveau contrat social et favoriser ainsi une croissance durable. En particulier en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, où près des 3/4 de la population vit dans des pays dits fragiles ou en conflit, une situation qui amène ces citoyens à douter de la capacité des États à leur offrir emploi, sécurité, services publics, justice pour l'essentiel. Pourtant, la région peut compter sur de solides atouts et on le verra, comme son patrimoine culturel par exemple, ses ressources naturelles et surtout son capital humain. Alors, comment en tirer parti? Comment rétablir le lien de confiance entre les citoyens et les pouvoirs publics? Et surtout, comment construire une croissance durable à l'heure où l'Afrique vient de connaître sa première année de récession depuis 25 ans? Je m'appelle Aurélie Mbida et je suis journaliste à Jeune Afrique. Et pour répondre à ces questions, j'ai le plaisir d'accompagner un panel d'intervenants de haut niveau que je vais vous présenter. Mais avant cela, laissez-moi vous donner quelques informations pratiques. D'abord, et je ne l'ai pas mentionné au début, mais ce webinaire est également disponible en anglais. There is a translation of this webinar into English for those of you who want to listen it. Parce que nous souhaitons aussi que ce rendez-vous soit le plus interactif possible et pour que vous puissiez prendre la parole, vous, les participants à cette conférence, vous allez être invités à participer à un sondage interactif que je vous présenterai tout à l'heure. Et en cours de session, vous pouvez également poser vos questions. Il y a un onglet « Questions-réponses » en bas de votre écran. N'hésitez pas, nos équipes en back-office prépareront une sélection et à la fin des échanges, nous pourrons prendre quelques minutes pour que les intervenants y répondent. Cet onglet fonctionne également pour tout problème technique éventuel. Si vous rencontrez une difficulté, vous pouvez l'indiquer ici. Revenons à présent à notre sujet et les citoyens et les États. Je m'apprêtais à vous présenter les intervenants du panel. Pour aborder cette thématique, nous accueillerons M. Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale pour l'Afrique de l'Ouest et centrale. Nous parlerons aussi avec M. Zéphirin Diabré, ministre d'État auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, Madame la professeure Viviane Ondoa-Biolé, qui est enseignante experte en gouvernance à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun, Monsieur Manuel Vargas, responsable du pôle de la Banque mondiale pour la gouvernance en Afrique de l'Ouest et centrale, fera une petite présentation en tant qu'expert des enjeux du débat. Enfin, j'interrogerai deux invités de la société civile, Adam Diko, directrice exécutive de l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et la démocratie, l'AJCAD, au Mali, et Lionel Bilgo, directeur Afrique de l'éditeur de presse Temimis Media. Voilà, bonjour à vous et merci infiniment Bonjour. pour votre participation. Alors, je vous propose d'entrer maintenant dans le vif du sujet. Je vais vous laisser un peu la parole avec le vice-président de la Banque mondiale qui est chargé de l'Afrique de l'Ouest et centrale, M. Ousmane Diagana. Vous allez nous faire une petite introduction pour le CV, pour ceux qui ne le connaissent pas encore. M. Diagana, vous occupez ce poste depuis juillet 2020. Votre travail consiste à coordonner les relations de la Banque mondiale auprès de 22 pays et vous gérez un portefeuille d'à peu près 40 milliards de dollars, d'ailleurs plus de 40 milliards de dollars. Alors, Monsieur Diagana, selon vous, pourquoi l'établissement d'un nouveau contrat social entre les États d'Afrique de l'Ouest et centrale et leur population est un enjeu fondamental? Merci beaucoup, Aurélie. Bonjour et bon après-midi à toutes et à tous. Très ravi d'être parmi vous. Je suis très heureux de collaborer avec Jeune Afrique dans le cadre de ce webinaire et sur une thématique aussi importante et j'y reviendrai. Je voudrais aussi remercier des éminentes personnalités qui ont bien voulu accepter notre invitation
et d'être là aujourd'hui avec nous, en dépit de leur emploi de temps que je sais particulièrement chargé. Ce sont des hommes et des femmes d'une compétence technique avérée, avec des capacités intellectuelles bien reconnues, mais surtout qui se distinguent par leur courage de conviction et leur dévouement à la cause du développement de l'Afrique. Alors, lorsque nous avons eu l'honneur d'être à la tête de la vice-présidence pour l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale depuis le 1er juillet 2020, la première question que nous nous sommes posée, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire à notre niveau avec notre institution et en partenariat avec les Africaines et les Africains pour participer à l'essor d'un continent dont les potentialités sont énormes, mais qui, hélas, a les indicateurs de développement les plus bas. Et donc, nous nous sommes automatiquement mis à la tâche avec mon équipe managériale pour entreprendre un diagnostic assez approfondi, faire des analyses systémiques sur un certain nombre de sujets et repartir vers les Africains pour essayer de partager avec eux nos constats et nos conclusions. De cela s'est dégagée la nécessité pour nous à l'avenir de se focaliser sur 4 thématiques principales. Le premier est contribuer à faire en sorte que la confiance entre l'État et les citoyens soit rétablie pour créer un nouveau contrat social. Le deuxième pilier, c'est comment éliminer les goulots d'étranglement qui empêchent l'économie de créer plus de richesse et de créer plus d'emplois. C'est-à-dire, d'une autre manière, faire en sorte que le continent s'engage sur une transformation structurelle de son économie pour la création d'une richesse qui soit partagée. Et puis, bien sûr, cela passe par la création de plus d'emplois, surtout pour les jeunes qui constituent l'écrasante majorité de la population. Le troisième élément, c'est le renforcement du capital humain, en particulier pour l'autonomisation des femmes et la création de plus d'emplois, plus d'opportunités pour les jeunes. Et le troisième, c'est la résilience du changement climatique. Donc, pour revenir très rapidement, Aurélie, sur la question du contrat social, nous constatons partout sur notre continent ces dernières années que le contrat social a connu plusieurs soubresauts dans la région. Nous avons vu de nouvelles protestations et troubles sociaux apparaître dans plusieurs pays, ce qui reflète bien sûr certaines frustrations des populations. Nous constatons également une persistance, voire une hausse de l'instabilité politique et également des conflits. Aujourd'hui, en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, donc la région que je couvre, où j'ai constitué de 22 pays, 11 de ces 22 pays, donc 50%, sont considérés comme des pays fragiles, des pays en conflit, et même ceux qui ne sont pas classés officiellement ou sur le plan administratif comme étant des pays fragiles. Nous savons qu'il y a des poches où règnent les violences, les exclusions et les conflits. S'il en est ainsi, c'est certainement parce que les populations n'ont pas accès aux services, je dirais même les services sociaux de base. Et même si ces services existent, l'accès est extrêmement faible pour des raisons à la fois liées à la faiblesse des institutions, au manque de transparence dans la prestation des services ou la réalisation des investissements, le fait que la culture de rendre compte est extrêmement faible
et bien entendu aussi qu'il y a une certaine capture de ce qui existe comme richesse dans les pays par un groupe relativement limité, ce qui accroît les exclusions et les frustrations. Et donc, comme résultat des conflits, et malheureusement des conflits violents. Donc, il est important pour une institution qui travaille sur le développement et qui investit en complément des efforts des populations qui payent les impôts, qui travaillent durement, notamment en milieu rural, et bien sûr les efforts également des États qui ont la charge de définir des politiques publiques. Donc, il est important pour une institution comme la nôtre de s'assurer que dans le cadre de notre coopération avec l'État, qu'il s'agisse en termes de conseil, d'analyse sur les questions de développement que nous faisons, mais également en termes de financement, que tout ce que nous faisons contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Et ces résultats ou cet objectif fondamental ne pourrait être atteint si la confiance entre ces populations, donc ces citoyens, et l'État n'est pas là. Donc, notre objectif, dans le cadre d'une discussion comme celle-là, c'est aussi de vous dire comment nous approchons la problématique du contrat social dans les différents pays de l'Afrique. Mon collègue Manuel Vargas va faire une présentation sur cela. Mais nous ne voulons pas limiter à ceci, bien entendu. Nous voulons vous écouter par rapport à votre appréciation sur les réalités dans vos pays respectifs, sur la façon dont la Banque mondiale travaille dans vos pays, en espérant aussi que se dégagent dans le cadre de ces conversations des recommandations pertinentes qui nous permettra maintenant d'opérationnaliser ces premiers piliers de notre stratégie régionale. Faire en sorte que tout nouveau programme que nous allons faire au niveau des pays, véritablement, se fonde aussi sur votre analyse, votre compréhension des choses. L'objectif étant, bien sûr, de contribuer à un changement qualitatif, positif donc, en faveur des populations qui doivent s'émanciper sur le plan économique et social, qui doivent avoir accès à des services de base, qui doivent, sur la base de leurs compétences, sur la base de leur travail, être les principaux bénéficiaires de la richesse nationale et de manière, bien sûr, dans le cadre d'une distribution qui soit équitable. Donc, je m'arrête là et je vous retourne la parole, Aurélie. Merci beaucoup pour ces propos introductifs, hein, monsieur Diagana. Vous l'avez entendu, et je le répète au cas où ce n'est pas été suffisamment porté, comme ça met en surbrillance. Monsieur Diagana appelle à vous entendre, à savoir ce que vous pensez. Donc, ça tombe bien, hein, c'est le but de cette séance aujourd'hui. Alors là, je me permets, je vous propose maintenant d'écouter monsieur Manuel Vargas, qui est notre expert aujourd'hui. Il va nous faire une présentation autour des 3 leviers pour accroître la confiance entre citoyens et État. En 2 mots, hein, monsieur Vargas, vous êtes donc responsable du pôle de la Banque mondiale pour la gouvernance en Afrique de l'Ouest et centrale. Et tout au long de votre carrière, vous avez travaillé avec les gouvernements pour renforcer leurs dispositifs de gouvernance autour de la prestation de services publics, en les aidant à développer des systèmes de gestion publique et financière également, et puis également la transparence, tout ce qui est question de transparence. Je vous en prie, monsieur Vargas, c'est à vous. Merci beaucoup, Aurélie, et bonjour tout le monde. On peut commencer par le positif objectif. Merci. Les objectifs de ma présentation sont d'expliquer le concept de contrat social sous l'optique du développement, évoquer les défis en Afrique en général et en Afrique de l'Ouest et centrale en particulier, et proposer des priorités stratégiques identifiées par la Banque mondiale. À des fins d'efficacité, je ne discuterai pas des concepts classiques de contrat social, mais je me focaliserai sur sa pertinence actuelle pour le développement. Avant de procéder, pourquoi le contrat social?
Les agences de développement, y compris la Banque mondiale, estiment que recourir à la notion de contrat social est utile pour diagnostiquer et expliquer les enjeux de développement complexes tels que des inégalités structurelles, une prestation défaillante des services publics, des institutions faibles, et la raison pour laquelle des réformes politiques et institutionnelles n'ont pas eu assez d'effet sur le développement des pays. Les contrats sociaux, en tant que notion de référence, concernent également de nombreuses tendances contemporaines en matière de développement, telles que les écarts entre les politiques publiques et leur mise en œuvre, la fragilité, les conflits, la violence, la fiscalité, la prestation de services publics et la protection sociale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Un rapport de l'OCDE propose que les contrats sociaux soient le fruit de l'interaction entre les attentes qu'une société a d'un État donné, la capacité de l'État à fournir des services, y compris la sécurité, et à collecter des revenus de sa population et de son territoire pour fournir ces services, et la volonté de l'élite d'orienter les ressources et la capacité de l'État pour répondre aux attentes sociales. La médiation est fondamentalement assurée par l'existence des processus politiques et enfin, la légitimité jouait un rôle complexe en façonnant les attentes et en facilitant les processus politiques. L'interaction entre ces facteurs forme le contrat social, à savoir un accord dynamique entre l'État et la société sur leur rôle et responsabilités mutuelles. Diapositive suivante, s'il vous plaît. À partir de cette définition, des recherches récentes de la Banque mondiale proposent que les contrats sociaux soient évalués selon 3 dimensions. Premièrement, les processus, c'est-à-dire la manière dont les mécanismes de négociation formels et informels assurent la médiation entre ce que l'État est capable de fournir et l'influence des citoyens sur les lois et les politiques publiques. Secondement, les résultats sociaux, c'est-à-dire la mesure dans laquelle des politiques et des résultats de développement inclusif résultent du contrat social. Et troisièmement, la résilience, c'est-à-dire la mesure dans laquelle les contrats sociaux répondent et s'alignent sur les attentes des citoyens. Le contrat social est renégocié en permanence. Il est soumis à des cercles vertueux si les résultats sociaux se concrétisent. Inversement, une discordance entre les attentes et les résultats ou une légitimité fragile peuvent conduire à la rupture de l'accord, par exemple via conflit civil. Permettez-moi de faire une pause ici. Je voudrais souligner que le cadre montré suppose qu'un contrat social dans lequel les politiques de l'État reflètent les demandes et les attentes de la société conduit à des résultats plus stables, équitables et prospères. Cependant, nous devrions nous focaliser sur la compréhension du processus par lequel le contrat social est forgé, comment il évolue dans le temps et comment une compréhension plus approfondie du contrat peut soutenir les efforts de réforme. Cette approche contextualisée s'oppose à une approche normative qui détaille les contenus souhaitables du contrat social. Ce n'est pas l'objectif ici. Enfin, pour compléter cette section, je voudrais mentionner 2 désavantages du cadre pour le programme de développement, notamment l'opportunité d'offrir une perspective intégrée reliant les différentes sphères de développement d'un pays, politique, social et économique, de manière à comprendre ce qui motive les réformes et ce qui les rend durables. Et surtout, placer les citoyens au centre des efforts de développement, non seulement en tant que bénéficiaires, mais aussi en tant que partie prenante majeure ayant un pouvoir d'action. Cet objectif est au cœur de la stratégie régionale telle que présentée par M. le vice-président Dialena. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, quelles sont les implications pour l'Afrique subsaharienne? D'abord, on doit préciser que les contrats sociaux en Afrique sont à la fois hétérogènes et dynamiques. Cela dit, certains éléments fréquents peuvent être identifiés et pris en compte, comme énuméré ici, les processus de formation, quelquefois incomplètes de l'État,
et la manière dont ils ont façonné les règlements politiques, en anglais, political settlements. Le rôle important des autorités non étatiques, religieuses, traditionnelles et autres, dans la médiation de la relation entre les citoyens et l'État. La politique électorale et le rôle du patronage et du clientélisme. Les caractéristiques démographiques d'une population rurale largement dispersée, d'une petite classe moyenne et d'un secteur privé à l'indépendance limitée. La soi-disant malédiction des ressources naturelles, Natural Resource Curse, qui mine la responsabilité État-citoyen et aussi la dépendance de l'aide internationale. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Dans plusieurs pays de la région de l'Afrique de l'Ouest et centrale en particulier, la mise à mal du contrat social se manifeste par une gouvernance politique déficiente, des conflits et des violences et de la corruption et la captation de l'État. Ces graphiques, par exemple, comparent les indicateurs relatifs aux participations et responsabilités, état de droit, contrôle de la corruption et transparence budgétaire dans la région de l'Afrique de l'Est et de l'Ouest. Ils montrent des résultats faibles en Afrique et nettement inférieurs à ceux de la région de l'Asie et de l'Est, par exemple. Diapositive suivante. Ces facteurs limitent à leur tour la prestation des services publics, résultant, par exemple, en l'indice du capital humain le plus bas du monde et suscitent un déficit de confiance de la part des citoyens. De fait, des sondages récents menés par les Afrobaromètres montrent que dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 et des conditions économiques et sociales préexistantes, la confiance des citoyens est faible envers la plupart des dirigeants et responsables élus et non élus, par rapport à des niveaux de confiance relativement élevés dans les dirigeants informels comme les chefs religieux et traditionnels. Diapositive suivante. Face à ces défis, notre stratégie propose trois priorités. Premièrement, la prestation de services efficaces, équitables et inclusifs est un pas fondamental vers le recouvrement de la confiance, en mettant l'accent sur les services qui font une différence dans la vie des citoyens, spécialement la mobilisation effective et équitable des mécanismes de protection sociale, des systèmes de la santé, de l'éducation et du développement des compétences, mais aussi la facilitation de l'accès à l'électricité et la connectivité Internet haut débit, et bien sûr, la sécurité et la justice. Pour tout ce qui précède le renforcement des fonctions gouvernementales, telles que la gestion des finances publiques et des ressources humaines, est nécessaire pour assurer la présence de l'État sur tout le territoire. La seconde priorité est le renforcement des capacités et la redevabilité, accountability, des institutions économiques et sociales. Dans le domaine de la gestion des ressources publiques, on peut identifier quelques secteurs d'action pratique et fondamentaux comme une mobilisation équitable des ressources internes et le renforcement de la transparence et de la redevabilité, comprenant, entre autres, la transparence des dépenses et de la dette publique, la publication des contrats de gestion des ressources naturelles et extractives afin que les citoyens puissent comprendre les conditions d'utilisation des dotations nationales. Et enfin, l'engagement et implication des citoyens est aussi une priorité cruciale pour compléter le cercle de confiance et envisage l'utilisation plus compréhensive des plateformes multipartites pour construire un consensus vis-à-vis l'élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques. Des mécanismes pour les citoyens afin qu'ils s'engagent, expriment leur point de vue et donnent des réactions, y compris des mécanismes de réparation des torts. Et des opportunités numériques et d'approches basées sur les données afin d'amplifier à la fois l'engagement des citoyens et la capacité des gouvernements à réagir. Alors, pour conclure, je voudrais souligner que ces priorités proposées n'ont pas l'intention d'apporter une recette qui résoudra les problèmes de contrat social dans chaque pays.
De plus, certains domaines tels que la gouvernance politique, électorale et les opérations de sécurité jouaient un rôle essentiel, mais ne font pas partie du mandat de la Banque mondiale. Même dans les domaines où la Banque a une spécialisation technique et opérationnelle, nous ne prétendons pas avoir toutes les réponses. Nous voulons profiter d'événements comme celui-ci pour prendre en compte les retours et les points de vue additionnels des leaders et des experts régionaux qui peuvent aider à façonner nos orientations stratégiques et en particulier soutenir les pays à faire la différence sur le terrain. Merci de votre attention. Merci beaucoup. Merci. Donc, on a bien compris, hein, il y a 3 priorités, 3 axes: améliorer la fourniture de services publics, renforcer les institutions et la redevabilité des institutions, puis promouvoir tout ce qui est engagement citoyen. Donc, voilà, 3 axes à mettre en œuvre pour tenter de restaurer ce contrat social. Mais vous qui nous suivez hein, à cette conférence digitale, qu'en pensez-vous? Le moment est venu pour les participants de donner votre avis au travers de notre sondage qu'on a préparé, qui devrait apparaître, voilà, qui apparaît à l'instant. Et donc, la question qu'on se pose, selon vous, quel est le meilleur moyen pour des États d'Afrique de l'Ouest et centrale de rétablir la confiance avec leur population? Selon vous, donc les réponses sont multiples. Est-ce que, selon vous, il faut lutter contre la malgouvernance, veiller à une meilleure répartition des fruits de la croissance économique, assurer la sécurité et l'efficacité des services régaliens de l'État, donc la police, la justice et l'armée, procurer une couverture maladie universelle minimum, créer durablement davantage d'opportunités économiques, ou bien garantir les libertés fondamentales, donc la liberté d'expression, de religion et de non-discrimination, tout cela. Enfin, permettre l'accès de tous les citoyens à une électricité fiable à un prix raisonnable. Voilà, vous pouvez donc voter et vous cliquez sur le sondage et nous vous donnerons les résultats dans quelques minutes. Voilà. Merci en tout cas pour votre participation. Je vous propose à présent d'entendre et de discuter autour d'un premier point clé sur le sujet. L'idée est de comprendre pourquoi un contrat social qui est fragilisé, affecte le développement des pays d'Afrique de l'Ouest et centrale. Donc pour ce point, vraiment, l'idée est d'en définir les raisons. Hein, nous évoquerons les solutions, je sais que vous serez prompt à les donner, mais par la suite. Voilà, donc pour répondre à ce premier point, je vous propose d'écouter Monsieur le ministre d'État Diabré. Vous êtes donc tout nouveau ministre depuis le mois de janvier cette année, je crois, auprès, donc ministre d'État. Enfin, un an déjà. Oui, ça fait quasiment un an, mais je veux dire, ça vient d'être créé, c'est nouvellement créé, voilà. Voilà, auprès du président du FASO. Vous êtes chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, ce qui veut dire que quand même, c'est un point important. Vous travailliez avant aux Nations Unies, vous avez travaillé dans le privé, et puis vous avez également occupé divers portefeuilles ministériels jusqu'à janvier, il y a un an, voilà, presque un an. Quelles sont selon vous les limitations du contrat social au Burkina Faso? Voilà, qu'est-ce qu'on rencontre? Est-ce qu'il y a des conséquences sur le développement du pays? Et voilà, qu'est-ce qui motive aujourd'hui la refondation dans laquelle votre gouvernement s'est engagé? Monsieur Diabré, c'est à vous. Merci, madame. Merci à tous les participants. Merci à monsieur Diagana et à son équipe pour cette offre que j'aurais moi baptisée le nouveau contrat social, puisque c'est de mon point de vue donc ce qu'il propose pour rétablir un lien qui s'est distendu, pour ne pas dire détruit, dans plusieurs de nos pays entre les gouvernants et les gouvernés. On est au cœur là de la question de l'économie politique des réformes, qui est une vieille question à laquelle on a tenté toujours de répondre, et qui a une réponse évidente qui est qu'on ne peut pas réussir à impulser un développement dans un, il n'y a pas une adhésion des populations. On ne peut pas réussir à le faire s'il y a une méfiance qui s'est installée
entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Donc, la question n'est même pas de savoir s'il faut rétablir ce lien-là. La question, c'est de savoir comment. Mais là, vous m'amenez, madame, dans votre question, à plutôt parler un peu de la première partie de la question. Je dis que c'est une tendance qu'on observe malheureusement dans nos pays depuis un certain nombre d'années, ce fossé croissant entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Les pays n'ont pas la même histoire. Certains pays ont eu des expériences par le passé qui avaient créé des situations de conception de politiques publiques dans lesquelles la participation populaire avait été très, très importante, ce qui est une condition sine qua non pour que non seulement la politique réussisse, mais qu'il y ait aussi de la cohésion sociale et que les gens adhèrent. Alors, je dois dire que nous payons aujourd'hui le prix d'un double échec, hein? L'échec de la construction des États-nations et aussi l'échec de la mise en place de nos systèmes démocratiques. En principe, la démocratie, quand elle est apparue d'une certaine manière après la conférence de la Baule, était supposée ou vue par les uns et les autres comme étant l'un des remèdes qui devait permettre que ce lien-là soit beaucoup plus étroit et qu'on sente une plus grande participation donc, des populations dans les divers compartiments de la société, à la fois dans la conception, l'élaboration et donc la mise en œuvre donc, des politiques publiques. Pour des raisons diverses sur lesquelles on pourrait revenir, il y a eu une déviation qui fait qu'on est tombé dans des schémas de mauvaise gouvernance. Mais là où moi je suis rassuré, c'est qu'on a affaire aujourd'hui à des opinions qui, même si on ne leur offrait pas ce nouveau contrat-là, vont le réclamer. Je vous donne quelques exemples qui me frappent dans notre pays, le Burkina. Depuis, par exemple, peut-être 2014, avec l'insurrection populaire que nous avons eue, on sent un bouillonnement dans la société au point que les populations des quartiers, par exemple, s'il y a une route qui tarde à être bitumée, eh bien, ils érigent des barricades pour exiger que l'État vienne s'acquitter de son devoir. Donc, les populations en sont arrivées aujourd'hui à interroger le fait que la provision des services de base, eh bien, c'est une obligation qui incombe à l'État, alors que pendant longtemps, c'était vu comme étant une faveur. Et ils sont prêts à manifester pour le réclamer. Donc, c'est dire que même si les États ne le veulent pas, les citoyens vont dire que le développement arrive. La même chose pour l'électricité. Dans les zones rurales aujourd'hui, on a des mouvements de population dans notre pays pour des hommes et des femmes qui disent où est l'électricité. Et par exemple, un domaine dans lequel on le sent d'ailleurs de manière dramatique, c'est la question de la sécurité aujourd'hui. Il y a des voix qui s'élèvent pour dire à l'État, tu es responsable de la garantie de la sécurité, nous ne te voyons pas à l'œuvre. Donc, je me dis que les ingrédients du nouveau contrat social sont amplement remplis. Maintenant, il faut voir un peu comment est-ce qu'on va l'articuler, surtout en tenant compte des expériences du passé. Il y a une expérience que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas, qui est celle que l'on a connue sous ce qu'on appelle la révolution sankariste, qui était par exemple l'expérience de la planification populaire. Le plan quinquennal de développement avait été écrit pratiquement par chacun des villages du pays. En ce sens que le gouvernement est allé dire aux gens, qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il vous faut? Et c'est sur cette base-là que le plan populaire de développement a été mis en place. Bon, et par la suite, la participation de la population a été requise et obtenue pour réaliser un certain nombre de choses, y compris même la création ou la construction d'un certain nombre de services sociaux de base, comme les centres de soins santé primaires, qui ont été parfois conçus par la population elle-même. Donc, on a cet engagement. Et quand on sent que le leadership là, va dans la bonne direction, très clairement, cet engagement-là, il se traduit automatiquement en un contrat social qui ne dit pas son nom. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, pour cet état des lieux. Je vous propose maintenant à Madame Viviane Biboulet. Je mentionnais tout à l'heure, vous êtes enseignante, maître de conférence à l'Université de Yaoundé 2 au Cameroun. Vous êtes professeur associé également à l'Université de Yale aux États-Unis. Vous enseignez dans les universités camerounaises et à l'Université catholique d'Afrique centrale. Alors, selon vous, de façon générale, quel est le lien entre confiance dans les institutions et développement économique? Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous traduire pour le Cameroun, qui est, je crois, votre pays d'origine? Voilà, merci déjà. Je vais me soumettre à quelques civilités. Merci au président Diagana pour cette initiative. Merci à vous également, Madame Mbida, de me donner l'opportunité d'échanger sur un sujet, j'ai envie de dire, en même temps délicat et complexe. Délicat déjà parce qu'il touche à nos vies, il touche à notre quotidien. Complexe aussi parce que ça fait des années
Ça fait des années que le sujet de, peut-être pas du contrat social, mais du développement évoqué en lien effectivement avec les attentes de la population. Je pense que ces derniers temps, nous avons observé qu'il y a une recrudescence des colères sociales ici et là qui vont s'empirant. Alors, le lien entre confiance et développement, moi, je voudrais établir ce lien, étant microéconomiste, hein, je fais la gouvernance, établir ce lien à travers justement un ensemble d'évaluations de politiques publiques. Parce que dans le passé, nous avons eu l'opportunité justement de scruter un peu, de comprendre pourquoi est-ce que les politiques publiques, certaines n'arrivaient pas à échéance, d'autres produisaient des résultats quelque peu mitigés. Mais ce qu'on peut dire déjà d'entrée de jeu, c'est que établir le lien entre les deux vise justement à indiquer qu'il est difficile de parler de développement effectivement si à la base, il n'y a pas, j'ai envie de dire la confiance, j'ai même envie de dire l'espoir. Parce qu'au fond, il y a deux enjeux qui se présentent. Le premier enjeu, c'est d'indiquer que nous sommes dans un environnement contraint, qu'on le veuille ou pas. Il n'y a pas suffisamment de ressources. Je vais même dire avec la crise de la COVID, il y a peut-être encore un peu moins de ressources. Donc, l'environnement est contraint. Deuxième cause, il y a un problème de leadership politique. Oui, il y a eu quelques problèmes de malgouvernance, il y a des problèmes de démocratie également dans certains pays. Les deux combinés, effectivement, rendent le problème beaucoup plus complexe. Alors, qu'est-ce que nous avons observé parlant justement du lien entre les deux? Nous avons observé en analysant les politiques publiques qu'il y a une sorte de rupture. Je crois que c'est un constat que nous partageons tous. Mais cette rupture, ce qui est intéressant, c'est davantage de mettre des mots sur cette rupture. Le premier mot, j'en ai identifié trois. Le premier mot, c'est qu'il y a comme une déception ou des attentes qui n'ont pas été respectées. Donc, la parole donnée qui n'a pas été respectée. Quelles que soient les raisons peuvent être endogènes, elles peuvent être exogènes, peu importe, mais cette rupture-là est une rupture qu'il faut mettre également à l'actif de ces collèges sociaux. Le deuxième mot qu'il faut également mettre dans ce contexte, c'est un peu le contexte socio-économique de chaque pays. Je ne sais pas comment se présente le contexte dans d'autres pays, mais on s'est rendu compte, ou alors la population s'est rendue compte qu'il pourra être difficile de faire valoir un ensemble de revendications en passant par les institutions officielles. Dans notre contexte, par exemple, nous avons un parti au pouvoir qui est dominant, aussi bien au niveau, dans toutes les sphères, on peut le dire ainsi. Et les gens ont comme l'impression qu'il s'agit de l'exécutif, du juridictionnel ou alors du législatif, que c'est une entité unique, qu'il n'y a pas une sorte de contre-pouvoir entre eux, ou tout au moins les trois ne se neutralisent pas, les trois sont très convergents. Et il y a une sorte, et ça c'est le deuxième mot qu'on peut mettre sur cette rupture, il y a une sorte de manque de confiance désormais aux institutions. Quelles que soient parfois les déclarations de bonne foi et parfois les actions ou alors les signaux forts, les gens ont comme l'impression qu'étant dominés par un même espace ou un même parti politique ou alors une même idéologie ou les mêmes personnes, entre guillemets, ou une bande de mêmes personnes, il n'est pas du tout possible de faire valoir ses droits ou tout au moins ses revendications en passant par les institutions publiques. Moi, je crois que c'est un deuxième élément qui ressort justement de cette évaluation. Le troisième élément qui ressort de cette évaluation, en réalité, je pense que le président l'a dit d'ailleurs dans son propos, en indiquant effectivement les chiffres, c'est qu'il y a une sorte d'inégalité criarde, effectivement, qui se creuse même davantage entre les couches sociales. Et ça se vit de plus en plus. On a de plus en plus des enfants de la rue, on a de plus en plus des métiers un peu indécents, les mototaximens, etc. On se rend compte que les emplois indécents prennent beaucoup d'espace. Et ça pourrait être l'indicateur également de ce que même la petite croissance qui est produite peut être inégalement répartie. Et parfois, les gens vous opposent pour vous en convaincre, vous opposent un indicateur clair, l'indicateur du rapport entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Parce qu'au fond, les politiques publiques sont soutenues par le budget d'investissement. Et quand on se rend compte que ce budget est relativement minimisé, on se dit, OK, s'il est minimisé, c'est parce que le budget de fonctionnement qui est entretenu ou alors qui entretient l'élite administrative est important. Donc, voilà, moi, en guise d'introduction au niveau du diagnostic, les trois points ou les trois mots que je pourrais mettre sur ces collèges sociaux. Premièrement, la parole donnée qui n'est pas respectée. Deuxièmement, on a l'impression qu'ils n'auront pas de réponse crédible à travers les institutions, les trois grands pouvoirs étant dominés par un seul parti.
Et troisièmement, bien entendu, un problème d'inégalité à travers l'évaluation qu'ils peuvent faire du rapport entre le budget de fonctionnement et le budget d'investissement. Merci beaucoup, Madame le professeur. Merci. C'est très clair. Revenons à vous, Monsieur Diagana, au vu de ce qui vient d'être dit. Selon vous, qu'est-ce que vous avez ajouté sur ce sujet? Quelle est votre approche du lien entre développement économique et confiance? Est-ce que vous voyez des similarités entre les pays d'Afrique de l'Ouest et les pays d'Afrique centrale, vous qui couvrez toute la zone? Bien sûr, Madame Mbida. Je réitérerai ce que mes prédécesseurs, professeur Biolay et monsieur le ministre d'État Diabré avaient déjà dit. Chaque fois qu'on parle de contrat, on parle nécessairement de deux parties. Chacune des parties ayant bien entendu des obligations et aussi des attentes vis-à-vis de l'autre qu'il faut respecter. Et s'il n'a pas lieu, évidemment, les éléments de base du contrat s'étiolent et puis progressivement, le contrat de confiance disparaît et dans le processus, il y a des tensions, il y a des confrontations et il y a des conflits. Et c'est ce qu'on constate dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. Lorsqu'on met ceci dans le contexte d'un État, on prend par exemple les populations, donc les citoyens qui doivent payer leurs impôts sur la base de revenus qu'ils gagnent ou bien qu'ils génèrent, qui créent la richesse au niveau national, richesse qui peut être vendue soit à l'intérieur du pays ou à l'extérieur pour permettre à l'État d'avoir des moyens de son fonctionnement et de travailler au développement au niveau du pays. Ou finalement aussi l'État qui peut, au nom de ces populations, chercher à avoir de l'argent ailleurs, y compris sous forme de prêts, pour justement réinvestir ces ressources-là dans le cadre du développement économique et social du pays. Donc, si les ressources qui sont générées directement par les populations à travers la richesse qu'ils créent, ou bien qui sont versées à travers les impôts qu'ils payent, ou bien l'endettement de l'État au nom de ces populations, et si tout ceci ne se traduit pas par la création de biens et de services équitablement distribués, il y a un problème. Donc, au niveau de la Banque mondiale, nous essayons de faire en sorte que les termes du contrat soient bien respectés. Et ceci suppose que nous œuvrons avec l'État pour produire un certain nombre d'informations et travaillons avec eux sur un certain nombre de réformes ou de programmes qui participent justement de la création de cet élément de confiance. Nous faisons, par exemple, en sorte que, en tant qu'institution aussi de savoir, que l'État puisse avoir des données statistiques, puisse avoir des informations sur l'état d'accès des populations à un certain nombre de services, pour voir aussi quels sont les gaps qui existent au niveau du pays, pour le permettre un peu d'ouvrir, d'avoir les yeux ouverts en disant attention, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc ça, c'est la production de l'information statistique et les analyses dans certains secteurs, comment le secteur de l'éducation aujourd'hui dans un pays se comporte, comment les populations sont accueillies dans les services de santé, est-ce qu'ils ont vraiment, ils reçoivent des services qu'ils attendent de ces secteurs fondamentalement qui relèvent de la puissance publique. Alors, s'il y a une différence, on essaie de mettre ça sur la table, justement pour que l'État essaye de corriger les tirs. La deuxième chose, c'est que nous travaillons avec l'État pour identifier un certain nombre de réformes, où nous leur proposons parfois aussi des réformes sur la base de notre expérience internationale et de notre analyse sur comment un certain nombre de pays
ont pu sortir d'une situation parfois compliquée, parfois difficile, et atteindre aujourd'hui un certain niveau de développement. Bien sûr, toute chose étant égale par ailleurs, ceci doit être collé à la réalité nationale. Mais la banque, en tant qu'institution internationale, a cette prérogative-là et a ce pouvoir sur le plan intellectuel et sur le plan de ses interventions dans différents environnements. Et finalement, nous travaillons avec eux sur l'identification d'un certain nombre de secteurs clés fondamentaux pour le développement. Et nous disons que c'est là où nos ressources complémentaires, sous forme, bien sûr, des prêts ou de dons que nous mettons à la disposition de l'État et la richesse de l'État aussi, doivent faire en sorte que le bien public soit disponible partout et pour tous les citoyens. Et il est vrai qu'en Afrique, il y a un certain nombre de pays où il y a des progrès par rapport aux éléments qui ont été mentionnés, parce que le développement a été vu et conçu comme un processus qui doit être naturellement inclusif. C'est-à-dire que les populations au nom desquelles on travaille sont impliquées de bout en bout. C'est à elles d'identifier leurs besoins et c'est à elles aussi, au bout de la chaîne, d'intervenir pour voir est-ce que l'engagement de l'État à leur nom et à leur faveur est en train de produire les effets. Sinon, évidemment, le ministre d'État, M. Diabré, faisait référence tout à l'heure. Sinon, évidemment, les processus démocratiques et ce qui doit naître peuvent être, bien sûr, tournés contre, évidemment, ceux qui sont en charge. Parce que si les populations sont impliquées et s'ils ont la capacité d'exprimer leurs attentes et aussi d'utiliser le pouvoir qu'ils ont pour féliciter ou sanctionner l'État, je pense que la donne change. Donc, même si nous ne sommes pas des institutions politiques en tant que la Banque mondiale, c'est-à-dire à travers le mécanisme de dialogue que nous contribuons à mettre en place et les financements que nous mobilisons, nous essayons de faire en sorte que le développement ou le financement de développement soit avant tout et pour toujours en faveur des populations. De manière beaucoup plus spécifique, ce que nous essayons de faire sur la base de ce que je viens de dire, c'est toujours de faire en sorte que les politiques publiques soutiennent l'inclusion économique et participent à la création d'une richesse qui doit être partagée. La deuxième chose, c'est de faire en sorte que les réductions de la captation de l'État, sous forme de corruption ou autre chose, soient véritablement combattues. Et c'est pour cela que dans beaucoup de pays aujourd'hui, nous avons des programmes de gouvernance à deux volets. Un volet demande de gouvernance, c'est-à-dire que c'est les populations qui sont sollicitées pour dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'État, dans son fonctionnement, s'améliore. Et l'autre, c'est le côté offre. Qu'est-ce que l'État doit faire pour que la population se retrouve dans ses fonctions régaliennes en travaillant pour le bien-être pour les populations. Et le dernier point, bien sûr, ce qui est extrêmement aujourd'hui important dans ce que nous faisons, compte tenu de l'état de fragilité en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, c'est de comment on peut contribuer à prévenir les conflits et les risques de violence au niveau des différents pays. Donc là, on a des mécanismes d'incitation particulière dans les différents pays, et lorsque les États mettent en œuvre un certain nombre de réformes ou entreprennent un certain nombre d'actions, on les donne des ressources supplémentaires justement pour qu'ils accélèrent leur processus de développement. D'accord, merci beaucoup. Merci, M. Diagana. Donc là, au travers des trois interventions qu'on a eues, je pense qu'on comprend bien en quoi un contrat social qui est fragilisé, il affecte le développement. Et même, on a commencé un petit peu à répondre au point suivant sur quand un contrat social est fort, renforcé, qu'il y a des initiatives qui sont mises en place, la croissance peut être au rendez-vous. Donc, ça, on développera, si vous voulez bien, un petit peu, là, même si on a évoqué un peu. Je voulais annoncer tout à l'heure, au cours de cette session, on va avoir deux invités.
Là, notre premier invité de la société civile, qui s'appelle Lionel Bilgo, est cofondateur et directeur Afrique de Teminis Media. Il a fait un début de carrière dans le marketing de la publicité et ensuite il a cofondé Teminis, qui est devenue la première entreprise burkinabé d'édition de presse jeunesse. Je ne vous explique pas à quel point M. Bilgo est impliqué dans le monde associatif. Il est fondateur de l'association African Golden. Il y a plein de mandats, mais croyez-moi sur parole, il y en a beaucoup. Mais c'est à ce titre-là qu'il intervient aujourd'hui et parce qu'on considère qu'il incarne pour beaucoup de Burkinabés cette jeunesse qui est remplie d'un désir de changement. Voilà, donc c'est à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer et nous donner un exemple, s'il fallait en choisir un, d'initiative qui est particulièrement efficace en termes d'impact? Merci beaucoup et merci également aux prédécesseurs qui ont pris la parole. Merci pour cette belle initiative. J'ai suivi avec grand intérêt les interventions et moi, je me pose la question en fait sur l'ancien contrat social pour dire tout simplement que de mon point de vue, en tout cas en société civile, je n'ai pas eu l'impression que depuis les indépendances, il y a eu vraiment, véritablement une tentative de mise en place d'un contrat social. On a toujours eu des élites, en fait, qui, avec des institutions, ont parfois collaboré avec une population qui ne comprenait pas les mécanismes ou le système. Il n'y a pas eu, en tout cas, de pédagogie populaire, ni sur le système démocratique, ni sur le système de gestion économique. C'était comme une spécialité en dehors de la société. C'est vrai qu'avec le développement d'Internet, avec aussi la circulation de l'information, la démocratisation de l'information sur ce qui se passe sur le continent, beaucoup de jeunes Africains sont de plus en plus soucieux et intéressés par leur avenir. Et donc, revendiquent. Et moi, je parlerais plutôt, même pas de rupture de confiance entre État et population, mais surtout de défiance. On est en phase de défiance. La phase de rupture de confiance est passée. On est vraiment en phase d'une jeunesse bouillonnante et qui défie en fait l'État existant, qui dénie à ces institutions le droit d'agir pour elles ou qui n'a pas du tout confiance, qui n'attend pas du tout d'elles grand-chose. Et donc, dans ces contextes-là, des initiatives populaires se mettent en place et on a l'impression que les jeunes ou les populations se mettent ensemble ou en groupe pour s'auto-prendre en charge, même si parfois les méthodes sont condamnables, mais on le constate. Au Burkina Faso, par exemple, on a vu que la société civile a été très dynamique et est toujours dynamique aujourd'hui quant à ce qui concerne sa situation, la situation économique et sécuritaire du pays. On a créé par moment ou par endroit des groupes de réflexion. Nous, à travers nos conférences African Golden, on donne l'opportunité à des personnalités ou à des personnes ressources de pouvoir expliquer à cette jeunesse-là certaines thématiques fondamentales que nous prenons. Et on le voit partout à travers le Burkina Faso que les jeunes sont de plus en plus intéressés par ces conférences. D'abord, le savoir avant d'agir. Donc, on s'est dit, pour nous, en fait, la première démarche, c'était d'informer. Parce que l'information et l'intox prennent le même chemin pour arriver dans les oreilles de nos citoyens. Et si nous n'informons pas réellement nos citoyens, nous n'allons pas arriver à faire changer les choses. Il y a eu un débat au Burkina Faso sur les groupes d'autodéfense quand la sécurité a été mise à mal par les groupes terroristes. Et moi, j'ai souvent dit, et je le répète encore, entre la gendarmerie, la police ou les forces armées et les groupes d'autodéfense, le plus ancien, ce sont les groupes d'autodéfense. Parce que bien avant l'arrivée de la gendarmerie et de la police, nos sociétés, en zone rurale ou en zone périurbaine, avaient ces groupes d'autodéfense-là pour les protéger. Entre le système judiciaire légal et officiel au Burkina et puis le système judiciaire traditionnel, celui qui rend le plus de décisions de justice, c'est le système judiciaire endogène et traditionnel. Donc, on arrive à un niveau où les Afriques, entre guillemets, ou en tout cas nos pays et nos États, ont besoin de conjuguer ce que nous savions faire depuis des siècles avec cette nouveauté, ce désir de modernité. Mais pour rétablir la confiance entre les populations et leurs gouvernants, il faut d'abord qu'on ait des gouvernants exemplaires. Il y a une crise d'exemplarité à la tête de ceux qui dirigent la plupart des États africains
Et dans cette quête d'exemplarité, eh ben, il faut qu'il y ait des têtes au devant de nos sociétés, de nos États, qui donnent confiance et qui portent en fait le leadership du changement. Sans quoi, nous tendons vers une crise énorme. L'Afrique est un continent très jeune. 40% de sa population a moins de 15 ans. De toute l'histoire de l'humanité, jamais une pyramide des âges n'a été aussi large à sa base. Et donc, c'est pour dire que tant qu'on ne va pas trouver des solutions pérennes, mais des solutions surtout qui intègrent la jeunesse, ses désirs d'avenir et qui redonnent espoir à toute une population, nous allons toujours vers le mur avec des grandes crises à venir. Merci beaucoup. Merci, M. Bilgo. Du coup, je n'ai même pas eu besoin de vous poser la deuxième question sur les défis, puisque vous en avez parlé en parlant notamment de la notion d'exemplarité. Merci. Nous arrivons là au temps de vous délivrer le résultat du sondage que je vous ai présenté tout à l'heure, dont je vous rappelle l'objet. C'était: quel est, selon vous, le meilleur moyen pour les États d'Afrique de l'Ouest et centrale de rétablir la confiance avec leur population? Alors, vous le voyez, hein, le résultat, il est assez sans appel. On va dire que la première réponse a fait carton plein, puisque 59% des répondants ont annoncé que pour eux, le meilleur moyen, c'est de lutter contre la malgouvernance. Voilà, donc c'est dit. Ensuite, vient veiller à une meilleure répartition des fruits de la croissance économique, créer durablement davantage d'opportunités économiques à 9%. Voilà, et puis il faut également assurer la sécurité et l'efficacité des services régaliens de l'État, donc la police, la justice, l'armée. Voilà, ceci étant dit, je constate juste que la couverture maladie universelle minimum n'est pas forcément celle qui est la plus plébiscitée, puisque ça arrive en tout dernier avec 2%. Voilà, alors nous avons fait le tour du premier point, nous avons même commencé à aborder la suite et du coup je vous propose de continuer sur cette lancée, sur le fait que la croissance durable d'un pays ne peut s'obtenir sans une coopération entre États et ses citoyens. Chaque partie se conforme à des obligations, peut revendiquer des droits. Alors force est de constater que la défiance envers les États s'accroît quand même fortement, et ce dans le monde entier. Ces derniers semblent impuissants pour régler les défis actuels, en tout cas le fort défi avec la crise de Covid, là actuellement le changement climatique, les questions de terrorisme, etc. Et donc pour répondre aux attentes élémentaires de leur population. Je vous redonne la parole, M. Ousmane Diagana. Que fait votre institution justement concrètement pour aider les pays d'Afrique de l'Ouest et centrale à rétablir et à renforcer la confiance avec leur population? Monsieur Diagana, je ne sais pas si vous êtes toujours avec nous. Non, j'étais en mode muet, je m'excuse. Et on ne vous voit plus aussi également. Hein? Oui, je l'avais. Alors, donc, je vous remercie beaucoup, Madame Mbida, encore une fois de plus. Et je voudrais aussi remercier professeur Bilgo pour avoir un peu élargi le champ des discussions et à faire fait vraiment référence à ce qu'était l'Afrique et le mode de fonctionnement à la fois des États et les rôles et les responsabilités des citoyens. C'est quelque chose d'absolument fondamental, puisque aujourd'hui, lorsqu'on regarde un certain nombre de phénomènes dans les différents États et on essaye de les mettre en phase avec à la fois les valeurs des Africains et le mode de fonctionnement des sociétés africaines, on voit un certain nombre de disconnects qui est un peu troublant. Et je ne suis pas sûr qu'on a toujours bien analysé ces évolutions-là pour mieux informer ce que nous faisons ou comment on devrait faire pour que les préceptes ou ce qui a toujours fait la force des pays africains et qui a assuré à la fois leur stabilité, à la fois la solidarité, mais également à la fois le fait que personne ne se sentait exclu de ce qui se passe au niveau de la cité, pour qu'on revienne un peu à ça. Les Africains ont toujours eu une certaine confiance, si vous voulez, à ceux qui les dirigent.
qu'il s'agisse au niveau de la famille, qu'il s'agisse au niveau des communautés, etc. Si aujourd'hui il y a ce manque de confiance, évidemment, ça veut dire que par rapport aux dirigeants, c'est qu'il y a eu un certain nombre de déviations quelque part. Ils ont été toujours aussi extrêmement responsables par rapport à leurs obligations vis-à-vis du groupe. Parce que c'est vraiment un système où le communautarisme, et une fois de plus, la solidarité sont conçues comme des valeurs. Donc, j'étais très intéressé par son analyse et j'aimerais bien qu'on en discute davantage, surtout lorsque je parlais du côté demande pour une certaine gouvernance, parce que ça, il faudrait que ça soit lié aux réalités et aux contextes locaux. Alors, pour revenir particulièrement à la question que vous avez posée, évidemment, mon collègue Manuel a mentionné notre stratégie pour soutenir les institutions transparentes et responsables qui fournissent des services inclusifs et créent un espace pour que les citoyens s'engagent, si vous voulez, dans la délivrance des services, dans la mise en œuvre des programmes. J'ai également parlé tout à l'heure de l'importance de la création d'emplois et des politiques économiques. Et je vais être très spécifique. Je crois qu'aujourd'hui, ce que les populations attendent, c'est des choses concrètes. Je crois que si on a des pays, je vois des Burkinabés, je vois des Maliens dans cette salle virtuelle. Moi-même, je suis mauritanien. Nous sommes tous dans cet espace du Sahel, qu'on appelle les pays du Sahel. Si dans ces pays où le taux d'accès de l'électricité en moyenne pour des populations ne dépasse pas 30%, et comment on peut s'assurer que les populations puissent avoir confiance en l'État? Parce que la base, justement, pour la production économique n'est pas là dans ce monde du XXIe siècle. Okay? Si on n'a pas l'électricité, comment on peut faire pour transformer l'agriculture? Si on n'a pas l'électricité, comment faire en sorte que le maximum de la population puisse avoir accès à l'économie numérique? Si on n'a pas l'électricité, comment on peut faire en sorte que l'éducation puisse être disponible à toutes les populations, que les services de santé puissent être modernes? Donc ça, c'est des questions de développement fondamentales. Donc ce que la Banque mondiale fait et souhaiterait faire, c'est justement dans le cadre d'un nouveau compact, d'un nouveau contrat, justement, pour reprendre le mot, avec les États, qu'on se dit sur 4 ans, 5 ans, faisons en sorte que partout, il y ait de l'électricité. Aujourd'hui, les financements sont disponibles. Et quand je regarde, pour reprendre le secteur de l'électricité, au niveau de l'Afrique de manière générale, si je vous dis qu'on a à peu près 14 milliards de dollars dans le cadre des projets d'électricité, et que je fais ce constat que moins de la moitié de la population a accès à l'électricité, c'est que je me pose en même temps des questions sur la qualité de la gouvernance dans ces secteurs, sur l'utilisation des ressources dans ces secteurs, sur la distribution des investissements publics au niveau de ces secteurs. Donc, ce sont ces types de questions que nous mettons sur la table en disant oui, les ressources peuvent être existées, oui, ces ressources doivent être canalisées vers les secteurs les plus importants qui assurent tout simplement à la personne humaine sa dignité et qui lui permet de pouvoir vivre de la sueur de son front, qui conduisent les conditions d'égal accès à un certain nombre de choses. Il faut que ce soit vers ces secteurs-là que nous nous acheminons. Et donc, dans la même logique, bien sûr, l'éducation, la santé, l'autonomisation des femmes. Une fois de plus, Lionel disait que 40% de la population a moins de 15 ans. Si on amène, on élargit, on va jusqu'à 35% de la population, jusqu'au groupe de la population qui a moins de 35 ans, on va se trouver presque à plus de 70% de la population qui est dans cette catégorie d'âge. Donc, la catégorie d'âge où on va à l'école, ou bien on est très actif pour créer la richesse. Et si on n'est pas soutenu à ce niveau-là,
comment on peut assurer, si vous voulez, ces objectifs de stabilité et de l'économie et de développement économique et social. Donc, ce sont dans ces domaines-là que nous œuvrons. Pour finir, je dirais que les prochains webinaires, justement, que nous allons faire avec d'autres groupes ou certains membres qui sont dans ce groupe-là vont être sur ces questions-là. La question de l'accès aux services, la question de la création des emplois, la question de la transformation structurelle de l'économie pour créer plus de richesses. Donc, ce sont ceux-là qui font aujourd'hui la trame de notre stratégie et qui vont faire partie de nos priorités pour les années à venir. Merci beaucoup. Merci, M. Diagana, merci pour cette réponse. Je m'adresse à vous maintenant, Madame Biwole. En tant dans votre autre casquette, hein, vous dirigez un cabinet d'audit et de conseil, OBIB Solutions, qui est spécialisé dans la responsabilité sociale des organisations et la gestion stratégique des ressources humaines. Donc, vous avez à ce titre conduit et évalué plusieurs réformes engagées par l'État camerounais. Certaines visent par exemple à améliorer les performances de l'administration publique, pour offrir aux usagers des services de meilleure qualité. Et puis, ces réformes, selon vous, est-ce qu'elles contribuent à améliorer le lien de confiance État-citoyen? Et selon vous également, quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées et les enseignements que vous en tirez? Vous n'avez pas votre micro activé. Voilà. Merci beaucoup pour cette question. Question directe, une question précise. C'est vrai que l'étude ne visait pas à établir le lien entre ces politiques-là et puis le lien de confiance. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a quand même plusieurs enseignements qui ont été tirés. Alors, les politiques publiques que nous avons eu l'honneur d'évaluer touchent à plusieurs domaines. La gouvernance, bien évidemment, nous avons eu l'opportunité d'évaluer un certain nombre de politiques publiques dans la stratégie de la gouvernance menée par le gouvernement dans le cadre de son projet de société, de manière globale. Et puis, spécifiquement également dans les politiques de décentralisation. Alors, lorsqu'on regarde ce qui est fait, on se rend compte qu'il y a un ensemble de résultats. Il y a des résultats, bien évidemment, peut-être pas à la hauteur des attentes. Presque tous les projets, malheureusement, ou presque toutes les politiques n'ont pas atteint les résultats qui étaient envisagés dans le cadre du cadre logique. Vraiment, si on parle sur la base des indicateurs. Je pense que c'est un constat qui est un constat généralisé dans la plupart des politiques publiques, en raison des contraintes externes et parfois également de quelques dysfonctionnements internes, mais toujours est-il que c'est un constat qui est fait. La deuxième chose qu'on peut donc dire lorsqu'on aborde les difficultés rencontrées, ou tout au moins ce qui semble se présenter comme tel, on peut avoir des avis selon qu'on est soit acteur, soit bénéficiaire. Ce qui est amusant, effectivement, c'est que lorsqu'on est acteur, et c'est en cela que j'étais très intéressée de suivre le président tout à l'heure, parce que les indicateurs parfois sur lesquels on s'appuie pour évaluer ou alors pour porter un jugement, certains les présentent sous forme d'activité. Bon, c'est une façon de voir, parce que lorsqu'on met de l'argent, lorsqu'on convie des personnes à investir dans un domaine, on s'attend à ce qu'il y ait des résultats. Bien évidemment, il y a beaucoup d'activités qui sont réalisées. Si on se base sur les activités, on peut avoir l'impression qu'il y a des choses qui sont faites. Mais quand on va au-delà des activités, on essaie de s'intéresser aux impacts, disons aux effets au niveau des bénéficiaires. On se rend compte qu'il y a quand même il y a une marge, il y a une grosse différence. Donc, première chose, et qui pourrait également aggraver les attentes et peut-être accentuer les colères sociales, c'est que dans la planification, il y a beaucoup d'espoir. J'ai même envie de dire qu'il y a une sorte de collaboration, d'échange entre les bénéficiaires et l'État. Cette phase de planification est intense. Et quand on arrive aux résultats, on se rend compte que les résultats sont moindres. Et donc, de ce point de vue-là, j'ai envie de dire que la déception est double. Donc, première chose, les résultats par rapport aux indicateurs dans presque toutes les revues des politiques publiques ne sont pas atteints. Deuxième chose, il y a un gros effort au niveau de l'implication, parce que je prends le cas de la décentralisation. Nous avons un outil qu'on appelle ici le plan communal de développement, qui est élaboré depuis 2013 dans toutes les communes du Cameroun, donc qui fait intervenir au niveau du diagnostic l'ensemble de la population d'un village, etc. Donc, il y a une sorte d'engouement et donc d'espoir entretenu à travers cet exercice. Et malheureusement, entre cet exercice d'échange et d'implication et les résultats, on se rend compte qu'il y a un véritable gap.
Autre chose également qu'on constate, malheureusement, lorsqu'on apprécie ces politiques publiques, c'est que même si on dit que les résultats ne sont pas atteints, les éléments sur lesquels on se base peuvent être d'une part, ils ne sont pas atteints parce que le service n'est pas rendu, ou il est rendu et il n'est pas rendu à temps, parce qu'il faut aussi dire qu'il y a un réel problème au niveau des délais et de la gestion du temps. C'est également un constat qui est fait. On a une expression qu'on aime utiliser ici, mieux vaut tard que jamais, mais toujours est-il que chez nous en gestion, quand c'est tard, ce n'est plus jamais. Dans tous les cas, quand c'est tard, c'est jamais. Ça veut dire que ce n'est pas le véritable résultat. Donc, même lorsque les résultats sont atteints, il y a toujours quand même parfois un décalage au niveau du temps. Alors, quelles sont les leçons qu'on peut en tirer? J'ai envie de vous dire que lorsqu'on écoute les bénéficiaires, moi je peux dire également que j'en fais partie, on se rend compte qu'il y a une sorte d'attente des signaux forts, parce que Bilgo l'a dit tout à l'heure, il y a vraiment une rupture de confiance. Hein, les gens n'ont plus confiance en l'État, donc le discours seul ne suffit plus. On a comme l'impression en réalité que les gens veulent bien aller au-delà du discours. Je vous prends un seul exemple, ou bien deux si vous me permettez, je ne sais pas si c'est beaucoup de temps. Un exemple, le premier exemple, c'est celui de la dette, le suivi de la dette. On entend la Banque mondiale est là, le Fonds monétaire est là, d'autres partenaires sont là, la Chine est là, etc. Et les citoyens sont bien inquiets justement du rythme d'évolution de la dette, malgré les discours qui tendent effectivement, disons les discours officiels qui tendent effectivement à dire que non, c'est une dette soutenable. Les gens ont toujours envie d'attendre un autre son de cloche. Alors nous avons ici ce qu'on appelle la caisse autonome d'amortissement. C'est vrai que les gens attendent encore la mise en place de la caisse de dépôt et de consignation, mais cette structure fait déjà le point de l'évolution de la dette. Alors, il y a eu comme une sorte de demande d'accélération en termes de transparence et peut-être de communication de cette institution-là, beaucoup plus que du discours de l'État, qui pourrait permettre justement de rassurer. Donc, première leçon, peut-être mettre en place des institutions crédibles en dehors justement, bon, c'est vrai, c'est une institution publique, mais qui a un rôle particulier, qui pourrait également communiquer sur cet exemple-là, l'évolution de la dette. Et le deuxième exemple, très rapidement, peut également porter sur la Chambre des comptes. Parce que vous savez, lorsqu'on parle de gouvernance, il faut bien quelqu'un qui se prononce à la fin de l'année sur les comptes de l'État. Et ici, nous avons ce qu'on appelle la Chambre des comptes. C'est vrai qu'on attend encore la Cour des comptes. Alors, il y a aussi une attente en termes de légitimité, de crédibilité, surtout d'autonomie de cette institution pour renforcer effectivement la confiance. Parce que pour l'instant, c'est une chambre qui est rattachée à la Cour suprême et qui dépend de l'exécutif d'une certaine manière. Donc, leçon à tirer, il y a une demande de transparence, mais surtout de transparence également portée par la voix d'autres types d'institutions, certes connexes aux institutions publiques, mais dont le rôle est effectivement de rendre compte de la gestion de l'État. Donc, je pourrais m'arrêter là et revenir si le temps me le permet. Oui. Lors des questions, parce que j'aimerais juste pouvoir interroger notre intervenante de la société civile et puis peut-être au moment des questions, ce sera l'occasion de revenir. Mais merci en tout cas pour votre réponse très concrète. Voilà, je rappelle, et on l'a bien entendu notamment dans la réponse de M. Diagana, une des priorités de la Banque mondiale, mais c'est aussi une des priorités des Nations unies, c'est l'amélioration du dialogue entre les institutions publiques et les populations, en tant que c'est une condition sine qua non à l'élaboration de nouveaux contrats sociaux. Donc, sur ce point, je vous propose de nous entretenir avec notre second invité, Adam Dicot. Vous êtes via l'association, vous dirigez l'AJCAD, qui est, je le rappelle, l'Association des jeunes pour la citoyenneté active et de la démocratie. Vous avez mis en place dans tout le Mali des clubs d'action citoyenne, des cafés citoyens, qui sont des espaces de dialogue entre les populations et les dirigeants. Vous regroupez au total à peu près 20 000 personnes. Donc, au vu de cette expérience, comment contribuent-ils ces clubs à renouer la confiance entre population et institutions? Ok, merci beaucoup, Madame Aurélie. Tout d'abord, je remercie la Banque mondiale et Jeune Afrique pour cette belle initiative.
C'est un honneur pour moi de partager ce panel-là avec autant de personnalités. Effectivement, je dirige AGICAD, comme vous l'avez si bien dit, qui est une organisation basée sur l'engagement civique et aussi la promotion de la démocratie. Et nous, c'est parti du constat, en 2012, le Mali a subi un coup d'État. Et ce coup d'État nous a fait comprendre que notre démocratie n'était pas aussi solide qu'on le pensait et que l'engagement civique chez les jeunes n'était pas aussi fort qu'on le croyait. Donc, les réflexions ont commencé depuis 2012 et c'est en 2014 que nous avons mis en place ce mouvement-là, AGICAD, avec d'autres jeunes engagés. Et l'objectif de l'AGICAD, c'est vraiment de créer cette connexion entre les populations et les autorités étatiques et surtout d'intervenir au niveau de la gouvernance locale parce que nous sommes arrivés au constat que le vrai développement commencera par le bas vers le haut. Donc, tant que cette gouvernance au niveau local n'est pas assainie et tant que la redevabilité mutuelle n'est pas instaurée, les populations vont toujours continuer à réclamer et les autorités seront dans une position aussi réconfortée de ne pas répondre à ces revendications parce que les citoyens ne s'acquittent pas aussi de leur côté de leurs devoirs. Donc, c'est ce qui nous a amené à initier l'installation de ces clubs. Donc, actuellement, à AGICAD, nous intervenons dans les 8 régions du Mali, les 8 régions administratives, les 147 cercles et 200 communes. Donc, dans les communes, nous avons des CLAC, c'est des clubs d'action citoyenne, et chaque club est composé de 100 personnes. 100 personnes, on fait l'identification. Comment on identifie des leaders naturels? Vous avez chez nous souvent des jeunes hommes qui commencent à faire le thé le soir. Et vous avez minimum 15-20 personnes qui viennent autour de lui ou des jeunes femmes qui font des tontines. Donc, chaque semaine, les autres jeunes filles du quartier lui donnent de l'argent et en fin de semaine, elle le prend et le donne à quelqu'un. Donc, ils ont déjà cette capacité naturelle de gérer cette capacité en matière de leadership et de mobilisation. Donc, on a dit pourquoi ne pas utiliser ces espaces-là pour que ça devienne des espaces citoyens. Pourquoi ne pas donner des compétences à ces jeunes-là pour qu'ils s'impliquent, qu'ils s'intéressent aussi à la gouvernance au niveau local. Donc, c'est comme ça qu'on initie ces clubs-là. Donc, on identifie 5 leaders naturels et chaque leader a la responsabilité de constituer un groupe de 20 personnes. Et nous, on forme les leaders, on les forme sur leurs droits, sur leurs devoirs et aussi sur le rôle et la responsabilité des institutions de la République, que ce soit au niveau local et au niveau national. On les forme sur tout ce qui est les politiques de développement au niveau local, comment est-ce que ces politiques sont élaborées, comment est-ce que c'est mis en œuvre et tout. Et dès qu'ils ont ces capacités, maintenant, on crée des connexions avec les autorités au niveau local. Donc, au niveau des communes, c'est surtout des cafés citoyens avec les collectivités locales, notamment la mairie, les conseils des cercles ou le conseil régional. C'est aussi des cafés citoyens avec la police, avec la gendarmerie, compte tenu de la situation sécuritaire de notre pays. Et ces jeunes-là se mobilisent pour aider les collectivités dans leur travail de tous les jours, c'est-à-dire de sensibiliser les citoyens pour le paiement des taxes. Donc, ils payent souvent les TDRL. Et après, ils initient des séances de sensibilisation pour dire, nous avons payé notre TDRL, on vous invite aussi à faire de même. Et cette initiative nous a montré que quand les citoyens s'acquittent de leurs devoirs, ils sont plus regardants sur leurs droits. Et quand les autorités aussi voient que les citoyens s'acquittent de leurs devoirs, ça met sur eux une certaine responsabilité ou aussi exigence de répondre aux revendications de ces citoyens. Donc, je voudrais peut-être partager avec vous juste des exemples. Il y a une commune qui s'appelle Monipembourg, donc c'est dans la région de Ségou. On a mis en place le CLAC en 2018. Fin 2018, on a fait la formation et tout. Ils ont commencé leur travail avec la mairie. En 2018, le taux de recouvrement de la mairie des taxes était à 20%. 19 quelque chose %. Et ce taux est passé de 20% à 57% en 2019. Les CLAC se sont vraiment mobilisés pour le paiement des taxes en organisant des émissions en radio, en invitant le maire à expliquer aux citoyens. Il explique aux élèves, on sait que les élèves ne payent pas de taxes, mais les élèves à leur retour vont dire à leur papa,
à leur maman, à leur grand frère qu'il faut que vous payiez les taxes parce qu'on est venu nous expliquer à l'école que pour construire des salles de classe supplémentaires, il faut que les populations payent des taxes, ainsi de suite. Ils se sont impliqués dans l'élaboration des PDSEC alors que ces jeunes ne savaient même pas qu'il y avait un document administratif au niveau local qui nécessitait leur participation et qui déterminait les priorités de leur commune. La même situation s'est passée à Ouelessebougou. Les jeunes se sont impliqués et cette collaboration s'est tellement renforcée entre les CLAC et la collectivité, la mairie, que la mairie a inséré une ligne dans le budget de la commune pour soutenir les initiatives des jeunes. Donc, ils ont tellement été émerveillés par l'engouement des jeunes à payer des taxes qu'eux-mêmes, ils ont initié cette ligne-là. Massina également, l'implication des CLAC a fait qu'ils ont pu arriver à signer un protocole d'accord entre les chasseurs et aussi les éleveurs parce qu'il y avait une grande crise, excusez-moi, parce qu'il y avait une grande crise entre les chasseurs et aussi et les éleveurs. Donc, c'est un peu ça, c'est des initiatives comme ça qui nous montrent que la redevabilité, elle doit être mutuelle. En fait, si on doit toujours attendre que les pouvoirs publics ou politiques changent des choses, il faudra aussi, à notre niveau, que les citoyens puissent changer. Mais pour ça, il faudra informer d'abord les citoyens. Mais pour les informer, il faudra les organiser. Il faudra les informer, il faudra les former, il faudra les doter de capacités pour qu'elle-même, elle puisse être porteur de son voix. Et pour nous, c'est ça le rôle vraiment de la société civile. Il ne s'agit pas pour nous d'aller mener la lutte de jeunes de Kidal à leur place, mais pour nous, il s'agit de capaciter les jeunes de Kidal à comprendre que les autorités doivent répondre à leurs aspirations. Et c'est ce qui est le plus important pour nous. Et c'est ce travail-là que nous avons commencé. Et avant peut-être de vous laisser la parole, je sais qu'on est pris par le temps. Je veux juste profiter de cette occasion pour peut-être faire des plaidoyers au nom de la société civile, mais aussi au nom des jeunes, à l'endroit peut-être de la Banque mondiale. Pour moi, qui peuvent être aussi des recommandations. Nous savons que la Banque mondiale fait beaucoup, que ce soit en Afrique de l'Ouest, que ce soit au Mali, la Banque mondiale fait beaucoup de choses. Mais souvent, on a l'impression que la Banque mondiale soutient un peu... je m'excuse du terme, mais un peu la médiocrité. Il y a des programmes qui sont soutenus par la Banque mondiale, surtout des programmes en lien avec l'entrepreneuriat des jeunes, l'employabilité des jeunes. Ces programmes ne marchent pas, mais l'année d'après, le financement est beaucoup plus important. Donc, du coup, c'est comme si on encourage, ça n'a pas marché, on encourage à ce que ça marche. Je pense que c'est des choses un peu à revoir. La Banque mondiale fait beaucoup avec les acteurs de la société civile, mais je pense que de plus en plus, la société civile doit être considérée comme cet interlocuteur aussi fiable qui peut aussi appuyer l'État dans ses interventions. Donc, pour créer cette connexion entre les appuis institutionnels, mais aussi les appuis en lien avec la société civile pour créer vraiment cette connexion. Donc, se rapprocher davantage aussi des organisations de la société civile. Donc, c'est ça que je voulais dire à Mme Aurélie et je vous remercie beaucoup. Merci. Ce n'est pas qu'à moi que vous le dites, hein, c'est à toute notre audience qui suit aujourd'hui ce webinaire sur les citoyens et les États et en Afrique centrale et de l'Ouest. Il n'y a pas de souci, votre message a été délivré. Rapidement, juste pour finir sur ce point, mais je vous demande de tous faire preuve d'un peu de bonne volonté si on veut juste avoir le temps de répondre au moins à une question du public et à évoquer le dernier point qu'on n'a pas encore abordé. Je voulais juste donner la parole à Monsieur le ministre Diabré, justement sur ce qui a été évoqué par Madame Dicot concernant l'approfondissement de la cohésion sociale et le fait de le travailler. Pour vous et dans votre action au Burkina Faso, est-ce que c'est un facteur clé, ce travail, cet approfondissement de la cohésion sociale en matière de renouvellement des contrats sociaux? Est-ce que vous avez un commentaire à faire sur les programmes que vous avez mis en place et les mesures concrètes que vous avez diligentés? Vous n'avez pas votre micro activé, excusez-moi, Monsieur Diabré. On ne vous entend pas. Votre micro. Non. Non, toujours pas.
Alors, Monsieur Diabré, en attendant de vous retrouver, je vais peut-être poser en attendant une question du public. Je vous disais tout à l'heure que… Vous m'entendez là? Vous m'entendez? Bon, ben, je vous laisse vous exprimer, puis ensuite je poserai la question du public. Allez-y. Non, je dis qu'on a un débat qui est un peu compliqué parce qu'on raisonne comme si on a un continent qui est une unité, alors que c'est une diversité. Donc, ça fait qu'on ne peut pas, sur certaines questions, faire des généralisations. Vous voyez, c'est très compliqué. Sur la question, par exemple, des contrats sociaux, bon, il y a des expériences historiques qui ont marqué les esprits sur le continent africain. Je prends par exemple l'exemple de ce que Julius Nyerere a fait en Tanzanie. Je suis sûr que M. Diagana est d'une génération qui connaît bien ça, avec le projet Ujamaa. Voilà. Ça, c'était un contrat social qui était d'une exemplarité extraordinaire, même si je reconnais qu'il n'a pas abouti donc au résultat que l'on escomptait. Et il y a d'autres pays que l'on peut citer comme ça. Premier élément. Deuxième élément, M. Diagana a parlé ici d'un problème qui me rappelle la question de la capacité d'absorption et de mise en œuvre des États, qui est un problème important. On ne pourra pas réussir ce contrat social-là et on ne pourra pas faire en sorte que ces projets se mettent en place si la question, qui est une vieille question, n'est pas résolue. Si l'État n'est pas capable d'absorber, en plus ou à côté du fait que peut-être il gère mal, qu'est-ce qu'on fait comme alternative? Soit on les réforme pour les réparer, mais ça fait 30 ans qu'on en parle. Votre ancien collègue Dustin White, sous Wolfenson, était déjà chargé, vous voyez, du dossier de renforcement des capacités des États. Alors, on dit renforcement, mais en même temps, quand on renforce et qu'on crée, il faut aussi retenir les capacités. La plupart des compétences qui ont été formées sont parties ailleurs. Donc, la capacité des États à mettre en œuvre les programmes est importante. Alternativement, les autres composantes de la société devraient pouvoir jouer un rôle. Le fait est que la Banque mondiale traite avec les États du par son statut. C'est l'État qui peut emprunter et rembourser, et c'est l'État qui peut encaisser un don. Est-ce qu'il y a une formule alternative là où l'État est défaillant pour que l'on trouve un chemin et que l'ensemble des deliverables que la population attend là soit atteint? S'il y a ça, c'est une alternative formidable, mais ça pose la question et le problème de la capacité des autres acteurs à jouer ce rôle-là. Moi, j'aime bien la société civile, mais mon expérience personnelle fait que je m'en méfie parce que j'ai retrouvé dans beaucoup de sociétés civiles les vices que j'ai vus dans la classe politique. Pendant longtemps, on a cru que les ONG étaient les meilleurs acteurs pour faire le développement. Mais ce n'est pas évident. Donc, il y a tout un travail à faire dans les deux sens. Le vice n'est pas d'un côté et la vertu de l'autre. Si on veut que ce contrat social réussisse, il faut que les acteurs alternatifs au niveau de l'État corrigent beaucoup de choses dans leur manière de faire, y compris même dans la relation qu'ils entretiennent avec l'État, pour que les choses donc puissent aller dans le bon sens et en avant. Pour ce qui est de la question de la cohésion sociale dans notre pays, elle est mise à mal par beaucoup de facteurs. Je parle un peu du Burkina Faso, mais c'est un peu le cas aussi ailleurs. Il y a tout un développement ou une progression qui s'est faite depuis l'indépendance qui fait que le vivre ensemble n'est plus ce qu'il était. Il y a des épisodes politiques qui sont venus le détruire et très récemment, il y a malheureusement l'irruption du terrorisme dans notre pays qui fait que beaucoup de conflits qui n'étaient pas visibles là sont devenus aujourd'hui à ciel ouvert et mettent à mal donc la cohésion sociale. Nous sommes en train, dans un processus de réflexion stratégique qui doit être sanctionné au mois de janvier par un forum et l'ensemble des solutions donc, qui auront été imaginées là seront adoptées solennellement à ce moment-là et mises en œuvre. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. C'était très synthétique, très bien et très clair. Malheureusement, on a très peu de temps. On a sélectionné pour vous, pardon, une question du public et peut-être qu'en fin de troisième point et dernier point, si on a le temps, j'en poserai une deuxième. Alors, je vous propose, je pense que ce sera peut-être une question pour Madame le professeur, je ne sais pas, vous verrez. Donc, c'est une question qui nous vient de Monsieur Servet Adjovi et qui nous pose l'intégration de la gestion axée sur les résultats dans les politiques publiques avec son outil. Les initiatives à résultats rapides ne devraient-elles pas être désormais obligatoires? Alors, est-ce que Madame Dubollet, vous voulez répondre ou est-ce que quelqu'un d'autre est très motivé pour répondre? Je pense que vous... Je vais sur... Ah, ou Monsieur Diabré, Monsieur le Ministre, comme vous voulez. Vous pouvez répondre tous les deux. Madame, après vous? Madame? Oui, allez-y, monsieur le ministre, allez-y. Non, je suis tout à fait d'accord qu'il faut qu'on gère nos États avec de nouvelles perspectives, notamment avec une approche basée sur les résultats. C'est d'ailleurs ce que vous avez dit. On regarde surtout d'abord
la plupart du temps l'input et on ne cherche pas à mesurer l'output. Or, une politique publique, ce n'est pas ce qu'on met dedans, c'est ce qui en sort, c'est l'impact. Et il est clair que ça, c'est une démarche que l'on devrait avoir. Mais je dois dire que des expériences ont été tentées dans un passé récent, en tout cas dans mon pays ici. Par exemple, pour ce qui est de l'évaluation des agents de l'État sur la base de leur rendement, d'abord, c'est très compliqué à mettre en œuvre. C'est facile de le faire pour un projet de développement, puisque si on doit construire une centrale électrique, si on doit électrifier un village, on peut savoir si on a commencé à tel stade-là, et si au bout de la chaîne, est-ce que les habitations, les maisons qui sont là sont connectées? Est-ce que l'électricité est régulière tous les jours? Est-ce qu'il n'y a pas de panne ou bien quand il y en a, on peut réparer? Là, c'est beaucoup plus concret. Mais pour ce qui est de l'évaluation des agents publics qui doivent le faire, parfois c'est compliqué parce qu'il y a des zones où c'est très, très difficile. Mais sinon, je suis tout à fait d'accord pour dire que nos administrations, mais ça demande une révolution de mentalité. Parce que ce soit chez nous ou même en Occident, le fonctionnaire a le sentiment qu'il a un emploi à vie qui ne se remet pas en cause. Moi, j'ai été fonctionnaire aux Nations Unies. Nos contrats étaient renouvelés tous les 2 ans. J'étais directeur général adjoint du PNUD. Mon contrat d'emploi était renouvelé tous les 2 ans. Mais en Afrique, si vous voulez imposer un tel système, qui me paraît tout à fait normal, vous aurez une levée de boucliers de conservatisme là, qui vont faire que ça va être compliqué à mettre en œuvre. Or, tant qu'on n'arrive pas à justement faire en sorte que les gens soient accountable en termes de résultats pour ce qu'ils font, que celui qui est dans un bureau sache que son travail doit être évalué en fonction des résultats qu'il doit produire et que même peut-être sa rémunération doit suivre, mais dans un système qui soit juste et équitable et non pas politisé, où les amis de ceux qui sont puissants sont mis à l'abri et les ennemis sont traqués. Si on n'arrive pas à faire ça, ça va être difficile d'avoir une fonction publique ou des fonctions publiques efficaces. Et je vous dis, l'un des gros problèmes que nous avons dans nos pays, c'est l'incapacité de nos administrations à absorber même les concours qu'une institution comme la Banque mondiale leur offre, parce que ça passe par des diligences qu'il faut faire avant et la capacité à travailler pour être à temps et à l'heure, malheureusement, n'est pas là. Madame, après vous. Alors, autant je partage ce point de vue, autant je suis d'accord avec une partie et pas d'accord avec une autre. En réalité, c'est un outil d'ailleurs qui a fait l'objet d'analyse dans le cadre de mes travaux, notamment pour les pays d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. J'ai d'ailleurs publié un ouvrage là-dessus. Et mon avis là-dessus est un peu mitigé parce que l'outil, la gestion axée sur les résultats et même les initiatives à résultats rapides, sont en fait des outils très démocratiques. Sont des outils qui portent un ensemble de valeurs, en réalité, qui sont en incohérence avec le fonctionnement de l'administration publique. Et puis, on s'est finalement rendu compte, et je suis d'accord avec le ministre quand il dit, si on prend le cas des projets, on peut, ou alors des réformes à petite échelle, on peut effectivement appliquer la gestion axée sur les résultats. Mais quand on voit toute l'administration avec son mode de fonctionnement, j'ai envie de vous dire que c'est un gâchis. Parce qu'actuellement, là, après, c'est depuis 2003 qu'on en parle. Et lorsqu'on voit les résultats auxquels nous sommes parvenus, cet outil a davantage créé un brouillage identitaire, plus un brouillage identitaire que de véritables résultats. Parce qu'on observe qu'il y a un ensemble, un mélange en réalité un peu incohérent entre le discours, les actes et les décisions, même que l'élite administrative prend. De ce point de vue, moi, si j'avais un avis à donner, c'était de dire on pourrait serrer, et le président de la Banque mondiale l'a dit tout à l'heure, il faudrait qu'on évite des approches normatives qu'on applique dans tous les secteurs, dans tous les pays. On se rend bien compte que dans le même pays, si on prend le cas des projets et même des réformes à petite échelle, on peut effectivement appliquer la gestion axée sur les résultats et les initiatives à résultats rapides. Ça ne veut pas dire que l'administration ne doit pas être modernisée, mais vraiment, quand on voit cet outil, on se rend compte qu'il y a une véritable incohérence entre la gestion patrimoniale et quelque peu fantaisiste, et le Premier ministre l'a dit tout à l'heure, parfois très impartial, et les exigences de cet outil. On a les budgets programmes. Mais on la modernise comment? On la modernise comment? C'est ça le problème. Comment, c'est tout un débat. Alors, moi, je vais vous dire, monsieur le ministre, et je vais peut-être vous surprendre. Sur ce plan, je serai un peu archaïque parce qu'il faudra bien qu'on revienne à Weber. Il faudra bien qu'on revienne à une administration. Oui. À une administration froide, diligente. Oui. Impersonnelle. Parce que quand on a essayé de mettre justement cette idée de la rendre un peu humaine, on a vu ce que ça a donné. Je ne dis pas que nous ne serons pas prêts, mais moi, je serais vraiment pour qu'on revienne à Weber, qu'on remette en place les règles, qu'on remette en place la discipline. Le monde est différent aujourd'hui et les attentes des gens et les exigences des gens sont différentes aujourd'hui. C'est compliqué de faire ce que vous dites. Non, je dis qu'on doit serrer, on doit contextualiser. Moi, je prends par exemple une administration de souveraineté.
une administration de souveraineté qui est là pour produire des règles et tout ça. Là. Moi, je ne vois pas en quoi c'est très difficile d'appliquer Weber. Je ne vois pas. Moi, je me dis, le véritable problème, c'est qu'on veut des solutions faciles. On veut des solutions qu'on applique à tous les ministères, de la même façon, qui passent à l'Assemblée. Oui, c'est bien pour le discours, mais au résultat, on se rend bien compte que c'est très difficile. Et en on veut des solutions qui sont acceptées par les gens, parce que les gens sont de plus contestataires. C'est ça le problème. Les gens sont plus exigeants aujourd'hui que par le passé. Donc, c'est très compliqué. Alors, si les gens n'ont pas le sentiment qu'ils participent... Pourquoi vous voulez que ce soit facile? C'est pour ça que vous êtes là, monsieur Omélie. Je comprends que c'est une question qui vous passionne, mais bon, voilà, pour nos participants, on ne peut pas tous répondre en même temps, sinon on ne suit plus. Je vous propose juste de terminer rapidement par le dernier point, et du coup, il y aura une seule réponse, et je vous la donne, monsieur Diabré, elle est pour vous, parce qu'ensuite, on aura une petite conclusion de monsieur Diagana, qu'il faut quand même qu'on reboucle sur ce sujet. J'en profiterai pour lui glisser la dernière question du public comme ça il répondra, il fera sa conclusion et ce sera parfait. Donc, le dernier point en fait, du débat sur le contrat social pour rétablir la confiance entre les populations et les États d'Afrique centrale et de l'Ouest, j'ai tout dit je crois, c'est la question économique. Voilà, selon un rapport de la Banque mondiale justement, bâtir un nouveau contrat social repose sur un secteur privé plus puissant, porteur d'emplois, d'égalité des chances, etc., etc. Donc, monsieur le ministre Diabré, il y a eu un forum national des jeunes début octobre à Koudougou. La question économique et financière a été établie comme une question centrale dans la définition du besoin de réconciliation. Alors, selon vous, en quoi consiste le plan d'action du gouvernement burkinabé en la matière? Est-ce qu'il y a eu des résultats? Est-ce qu'il y a des résultats que vous attendez en particulier sur ce point-là? Alors, d'abord, la question peut s'analyser en amont et en aval. En amont, il y a une formule qui est une ancienne formule maintenant, que tout le monde répète à souhait, qui est qu'en matière de développement et de croissance, il faut que ce soit le secteur privé qui soit le moteur. Je pense qu'il y a un consensus là-dessus. Non pas que l'État n'a pas un rôle, mais on sait bien que l'État, en matière de création de richesses, est relativement limité. Donc, l'action du secteur privé est fondamentale. Et pour qu'il en soit ainsi, il y a un environnement à créer pour tout le monde. Un environnement qui est celui de fait de règles bien établies, de bonne gouvernance, d'institutions, notamment de droit, qui font que la propriété privée est protégée, que les litiges sont tranchés de manière équitable, etc., etc. C'est une construction sur laquelle je dois dire, bon, chaque pays fait ce qu'il ou elle peut, mais mon constat amer, c'est que nos sous-régions ne sont pas encore, et alors là, loin de l'optimum. Pourquoi? Parce qu'on sent, et c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup, on sent toujours le poids important de l'État et de la sphère politique dans les décisions économiques. Comme la plupart de nos acteurs économiques dépendent de l'État, qui est le plus grand et le plus gros investisseur, vous voyez, il y a une influence malsaine de l'État qui fait que les règles ne sont pas très claires. Et j'ai souvent tendance à dire à certains hommes d'affaires que je rencontre, aux États-Unis, Bill Gates n'a pas besoin d'un rendez-vous avec le président Biden tous les 3 jours ou tous les mois, ni Elon Musk, ni Mark Zuckerberg, pour que ces affaires marchent. Mais en Afrique, on est tout le temps collé à celui qui a le pouvoir, parce que si on n'est pas avec lui, ça ne marche pas. Donc ça, il faut qu'on coupe ce lien-là, qui est un lien malsain, et que l'on crée un environnement où un homme d'affaires doit pouvoir imaginer, créer et gérer son entreprise sans avoir besoin d'être l'ami du ministre des Finances ou du chef de l'État ou je ne sais qui d'autre. Moi, je le dis fort de ma conviction idéologique parce que je suis un libéral. Et l'économie libérale, c'est ça. Maintenant, par rapport à la jeunesse, la question est très simple. Le rôle économique de la jeunesse doit s'envisager comme étant surtout dans la perspective de sa propre survie. L'État, aujourd'hui, ne peut plus accorder les emplois qu'ils accordaient aux jeunes il y a 10, 15, 20, 30 ans. Il faut donc que la jeunesse soit mise dans des situations où elle peut s'auto-employer et donc un acteur de l'économie, ce qui passe par beaucoup de choses très importantes comme la disponibilité de fonds qui doivent faire le travail, des questions d'encadrement de formation, la création de clusters, de start-up et tout un accompagnement lointain afin qu'ils puissent, ces jeunes-là, à la fois s'exercer à l'entrepreneuriat. Et ça commence même depuis la formation au niveau des écoles, notamment après le baccalauréat, pour qu'on les oriente dans des filières qui peuvent déboucher un peu sur des terrains économiques. Notre pays, comme les autres, etc., est sur ce cheminement-là. Mais pour le moment, je dois dire que les résultats que l'on escompte là ne sont pas encore atteints. Sans doute qu'il y a beaucoup de choses à faire. Nous sommes héritiers d'un système éducatif
que nous avons copié à d'autres personnes, qui a mis l'accent, malheureusement, sur un certain nombre de matières contre d'autres matières, lesquelles matières, justement, auraient permis que ces jeunes-là soient acteurs de l'économie réelle. On a fait comprendre souvent à nos jeunes que la meilleure carrière, c'est celle que l'on fait assise au bureau. On n'a pas fait comprendre que la formation professionnelle était aussi valorisée et qu'elle permettait d'avoir un cursus tout à fait honorable. Il y a donc tout un chamboulement qu'il va falloir mettre en œuvre et sur quoi nous attelons. Oui, j'étais bref. Hein? Ça a été parfait. Bon, merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Nous arrivons à la fin, plus que fin de cette session de conférence fort intéressante sur la relation entre les États et la population. Je vous laisse la parole, Monsieur Diagana. Je vous épargne ma propre conclusion. Ça ira comme ça, on sera encore mieux et vous aurez un petit peu plus de temps. J'en profite juste pour vous poser une question au passage d'un participant. Comme ça, si vous pouvez avoir la réponse en même temps que votre conclusion, ce serait super. Donc, c'est une question qui nous vient de Niamey Cissé et qui demande est-ce que l'approche de la Banque mondiale pour la réédification du contrat social a été ou va être proposé aux États? Voilà, je crois que vous avez répondu d'ailleurs dans le débat, mais ce n'est pas grave si on le répète. Merci beaucoup. Merci encore, Madame Bida. Je vais essayer d'être très bref pour ne pas abuser la générosité de nos éminentes personnalités qui nous ont gratifié vraiment d'excellentes idées. Contribution à l'excellente présentation faite par mon collègue Manuel Vargas. Il était intéressant de constater que les périmètres de notre conversation n'ont pas été bornés et puis ça ne pourrait pas être borné compte tenu de la nature de ce sujet. Il n'est pas un sujet technique. Il est à la fois, il a une dimension sociétale, culturelle, d'économie politique et bien sûr des aspects économiques également. Alors, puisque ce n'est pas un sujet technique, pour qu'on puisse aller de l'avant et contribuer à la mise en œuvre de certaines des idées fortes qui ont été partagées avec nous, nous devons reconnaître aussi que notre conversation et dans le cadre de notre partenariat avec les États ne doit pas se limiter à des considérations techniques, à faire des conseils sur des aspects de politique technocratique ou technique. Il faut véritablement, comme beaucoup l'ont dit, bien comprendre les dynamiques de pouvoir, les évolutions aujourd'hui dans le cadre de nos sociétés et les relations entre l'État et les citoyens qui changent compte tenu du contexte actuel. Je pense que quelqu'un a dit et a insisté sur l'importance d'être à l'écoute des populations qui aujourd'hui, en un clic, savent ce qui se passe aux États-Unis, ce qui se passe bien sûr au Japon et ailleurs, et donc peuvent être vraiment non seulement sur la contestation, sur les protestations, mais également constituer de véritables forces de proposition en sachant ce qui a bien marché ailleurs. Donc, il faut qu'on puisse intégrer ces aspects-là aussi dans le cadre de notre discussion et dans le cadre de notre dialogue. Le deuxième, et ça, je pense que les sondages en ligne étaient clairs là-dessus, la question d'adresser les problèmes de gouvernance était identifiée par la grande majorité comme la priorité centrale pour refonder le contrat social. Je pense que gouvernance, ici, il faut le prendre de manière très simple. Je sais que c'est un concept galvaudé, on utilise dans tous les sens. C'est tout simplement la capacité de l'État, ou en tout cas des gouvernants, à répondre de manière efficace, de manière effective aux aspirations de leur population et puis d'être en situation de rendre compte et que cela puisse être évalué de manière objective et de manière inclusive. Donc, bien sûr, dans ce sens, l'importance des institutions de redevabilité est cruciale. Elles doivent jouer un rôle de promouvoir le rendement des comptes, des actions gouvernementales. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Nous avons entendu tout de suite l'exemple de la Cour des comptes
au Cameroun. Troisième point, c'est une vraie demande de participation dans l'élaboration des politiques publiques. Et ceci, évidemment, suggère que le rôle ne doit pas tout simplement être conçu ne doit pas être tout simplement dévolu aux États. Il faut que les populations de façon large, bien sûr la société civile, quel que soit comment on l'a définie et quels sont les différents éléments qu'on met dans ce que constitue la société civile, mais en tout cas, les populations à l'échelle d'un pays ou même parfois à l'échelle sous-régionale, parce que nous sommes en Afrique où véritablement il y a beaucoup de choses qui doivent être aussi appréhendées sur le plan d'un espace qui va parfois au-delà des frontières d'un pays déterminé. Donc, il faut aussi voir comment, dans ce cadre, à la fois la participation des populations dans un pays, les différentes autres organisations qui peuvent exister à l'échelle régionale, qu'il s'agisse des institutions beaucoup plus institutionnelles ou bien qu'il s'agisse des think tanks ou d'autres groupes ou d'acteurs, véritablement puissent être impliqués dans la dynamique de définition des politiques publiques. On a un nouveau mécanisme, le ministre d'État, M. Diabré, le connaît parfaitement, ce qu'on appelle la prévention pour la résilience au niveau des pays, qui, en concertation avec l'État, ont défini un certain nombre d'indicateurs qui doivent être réalisés afin que, en contrepartie, la Banque mondiale mette à la disposition des États de ressources additionnelles. Et ça, c'est un mécanisme qui est disponible pour des pays qui sont en conflit, où il y a des pertes en vie humaine, où il y a des déplacements de population à l'intérieur du pays ou à l'extérieur parfois. Et évidemment, ces types d'indicateurs ne peuvent pas avoir de sens s'ils sont définis tout simplement par le pouvoir central. Il faudrait que les populations puissent être impliquées dans la définition de ces indicateurs. Il faudrait que leurs mesures impliquent aussi l'implication de ces populations. Mais donc, de toutes les façons, ce que je veux dire ici, c'est l'importance de l'inclusion des populations pour lesquelles nous travaillons dans la définition des réformes ou dans l'identification des programmes d'investissement qui doivent être opérés en leur nom et pour elles. Une troisième question fondamentale qui a été posée, c'est la question des inégalités, en particulier entre les différentes couches sociales, entre les différents groupes sociaux. Alors ça, on dit que ceux qui sont connectés politiquement sont ceux qui ont tendance à capter l'essentiel des ressources de l'État et donc nécessairement au détriment des autres. Et la conséquence, c'est évidemment les inégalités ou les écarts à l'intérieur de la société. Et ça se trouve au cœur de la question du contrat social. Donc, comment faire en sorte qu'il y ait des accompagnements, qu'il y ait des éveils de conscience, qu'il y ait une autre façon de penser au rôle du système éducatif dans un pays, par exemple, pour qu'en amont, ces risques d'inégalité nécessairement génératrices de conflits puissent être atténués. Je crois que c'est un élément fondamental qui a été discuté. Et puis, je vais finir, avant de répondre à la question qui m'a été posée, sur le feedback que nous avons reçu de notre sœur, Madame Adam Ducot, sur la façon dont la Banque mondiale continue à intervenir dans des pays, même si les résultats, au terme de la mise en œuvre d'un programme donné, ne sont pas des résultats probants. Je pense que si tel est le cas, c'est certainement parce qu'on a été parfois mal informés dans le processus d'évaluation du projet. Parce que nous ne mettons jamais des ressources dans un projet pour suivre un projet qui n'a pas marché. Mais bien sûr, l'évaluation n'est pas quelque chose qui se fait uniquement par la Banque mondiale. Elle se fait avec les pays, avec la participation des populations. Mais en tout état de cause, en tout cas, ce qui me paraît important et ce que j'ai retenu de ces conversations-là par rapport à une question comme celle-là, c'est vraiment ce feedback qui nous a été donné. Si les leçons qui sont tirées de la mise en œuvre de programmes ne sont pas de bonnes leçons, ne sont pas des leçons positives, ce type de programme, nous devrons trouver les moyens de les arrêter. Par contre, si aussi on a au niveau des pays un certain nombre d'initiatives qui marchent
même si elles sont portées et mises en œuvre à une échelle réduite. Et quelles que soient les personnes et les structures qui les portent, nous avons un devoir de contribuer à les amplifier, à de les reproduire à une plus grande échelle et faire en sorte véritablement que ces résultats, justement, puissent contribuer à une amélioration beaucoup plus significative des conditions de vie des populations. Maintenant, la question qui m'a été posée, Aurélie, je crois que on le discute non seulement avec les États, ces termes dont nous venons de le dire, depuis qu'on l'a identifié comme un axe fort de notre nouvelle stratégie, mais on essaie aussi de les discuter et avec les États et avec les populations ensemble. Chaque fois que j'ai voyagé en Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale, j'ai fait de créer des espaces pour écouter d'une part l'État, d'autre part la société civile, qu'il s'agisse des partis politiques, qu'il s'agisse des secteurs privés, qu'il s'agisse des syndicats, et puis finalement j'essaie de mettre ensemble ces deux groupes-là, justement pour qu'ils se parlent et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui va émerger de cette conversation que nous pouvons contribuer à soutenir. Donc voilà, une fois de plus, moi j'ai été très ravi de cette conversation et je ne vais pas perdre l'occasion sans faire une petite publicité pour ce qui va arriver par la suite. Comme je l'ai dit, il y a 4 piliers fondamentaux dans notre stratégie. Celui du contrat social, il est extrêmement important et beaucoup de jeunes et d'acteurs politiques m'ont interpellé là-dessus depuis très, très longtemps. On essaie de contribuer, mais on ne pourra pas réussir sans vous tous. Et il y a les autres, véritablement, qui sont tout aussi importants. La création des emplois, notamment pour les jeunes, la question de l'inclusion, notamment pour ce qui concerne, une fois de plus, les femmes et les jeunes, la transformation économique, structurelle de l'économie, l'électricité, l'agriculture, les infrastructures, etc. Comment on doit les approcher? Quel type d'intervention on doit les faire pour que véritablement ça participe dans le développement fort au niveau de chacun des pays et dans tous les pays de la sous-région. Évidemment, l'adaptation au changement climatique ou les effets du changement climatique déjà dans nos pays et chacun le vit dans son environnement et les centres. Bon, quels sont vos points de vue là-dessus? Que moi, la Banque mondiale doit pouvoir informer ces nouvelles interventions par rapport à tout cela. Ce n'est pas des réponses que nous voulons bâtir à l'intérieur de nos bureaux ici à Washington. Il faudrait que nous bâtissions ces réponses-là avec vous, avec chacun d'entre vous. Donc, merci encore, Aurélie, pour l'opportunité et pour avoir modéré la conversation. Merci beaucoup, Monsieur Ousmane Diagana. On a bien entendu les rendez-vous. Merci à tous d'avoir participé. Merci au ministre Diabré, à Monsieur Vargas, Madame Diwolé, et puis également à nos participants, Messieurs Bilgo et Madame Adam Bilko. Merci à tous de nous avoir suivis. On espère vous revoir bientôt sur le site de Jeune Afrique pour d'autres événements. Et en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée ou un bon début de journée en fonction de votre situation géographique. Au revoir à tous. Merci.